Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'école est enchantée d'avoir invité cette année Andrea Di Pasquale pour un ensemble de cours et de conférences portant sur le livre, son écriture et ses architectures. Andrea Di Pasquale est conservateur général des bibliothèques en Italie. Il a dirigé plusieurs bibliothèques nationales dans son pays et maintenant il est au terme de sa course puisqu'il arrive à Rome à la tête de la Bibliothèque nationale centrale. Il va nous parler aujourd'hui de Bodoni. Quand il a fait cette proposition, j'en étais vraiment ravi. Nous partageons tous plus ou moins une secrète passion pour tout ce qui concerne la typographie. L'école d'ailleurs a investi il y a 2 ans après mon arrivée dans une police spéciale dont je pense que vous avez apprécié l'élégance et le charme. Les deux ne se réunissent pas toujours, surtout dans une maison qui est vouée à l'austérité. Et avec Bodoni, nous allons nous trouver justement dans les 3 considérations réunies de charme, d'élégance et d'austérité. Andrea, je te laisse la parole. Je remercie encore une fois Jean-Michel Legnaud pour l'aimable invitation d'aborder ce soir un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis plusieurs années, quand je suis nommé directeur de la Bibliothèque palatine de Parme, où on conserve tout l'héritage de Jean-Baptiste Bodoni, comme on dira tout de suite. Donc c'est un sujet qui nous a occupé plusieurs années de travail et on a commencé un projet de recherche sur le fonctionnement de la fonderie de caractères de Bodoni, sur le caractère Bodoni et sur sa fortune jusqu'au XXe siècle, ou bien jusqu'au XXIe siècle, jusqu'à nos jours. Donc, c'est un projet très long qui vient d'être achevé il y a quelques mois et je vous présente donc un peu le résultat de ce travail qui est le premier cas dans l'Italie et dans quelques situations c'est un peu un cas unique dans le monde entier. On commence à vous dire quelque chose à propos de l'imprimeur Bodoni. On le voit ici dans un portrait de Andrea Piani, le grand peintre néoclassique, très ami de Bodoni, qui vient à Parme plusieurs fois pour le voir. Bodoni, il avait dans ce portrait presque 50 ans, et on le voit aussi après dans la suivante image, déjà idéalisé dans le style d'empereur romain, quand il était déjà très connu dans le monde entier, dans toutes les bibliothèques d'Europe et du monde aussi, parce qu'il était très connu aux États-Unis. Bodoni est présente. Dans les bibliophiles d'Europe se battent pour avoir des éditions de Bodoni, parce que c'est vraiment la mode de l'époque. Sa gloire reste intacte pendant toute sa vie et elle continue dans les années suivantes. Un autre portrait le montre vers la fin de sa vie, quand il était malade, encore en train de relire ses épreuves et de contrôler, comme on dira tout de suite, ses poinçons et ses matrices, c'est-à-dire les instruments principaux pour fondre des caractères parfaits. Bon, Bodoni est né en Piémont, dans une petite maison dans le centre-ville d'un village, Salus, au milieu de Piémont, près de Cuneo. Il faisait partie d'une famille pas riche, mais qui était liée à l'imprimerie depuis plus qu'un siècle. C'est-à-dire que son arrière-grand-père était déjà imprimeur, son grand-père aussi, et il s'était déplacé dans notre village pour rejoindre Salus, où il devient imprimeur de la mairie et de l'archevêché. Donc, une famille liée
à l'imprimerie, même de la part de sa mère. La légende dit que la mère s'appelait Giolito. La légende dit que sa mère avait des liaisons avec la célèbre famille de Giolito de Ferrari, de Versailles, de Trino Vercellese, la grande famille des imprimeurs du XVIe siècle. Donc une famille qui n'était pas tellement riche, mais qui garde des liaisons avec Rome. Déjà, son grand-père était parti à Rome pour faire des études de fonderie, et Jean-Baptiste Bodoni témoigne que quand il était jeune, avait découvert dans une cave des instruments de son grand-père qui venaient de Rome, quand il était là-bas pour apprendre ce métier. Donc une famille d'imprimeurs et de fondeurs de caractère. Voilà la plaque qui témoigne la figure de Bodoni, la naissance dans cette maison qui est aujourd'hui une maison normale, particulière. Donc Bodoni, comme son grand-père, part quand il était très jeune, à 16 ans, pour Rome. Mais pas pour devenir imprimeur d'abord, mais pour faire ses études dans le milieu, dans la gravure sur bois. Son père avait découvert qu'il était très capable de graver le bois, et il avait choisi pour lui le métier de graveur sur bois. C'était un métier très répandu dans la province de Cuneo, parce qu'il y a vraiment une école qui commence déjà à partir du XVe siècle. Et il y a aussi un petit musée tout près de Salus sur la xylographie, avec une quantité énorme de plaques de bois gravées. Donc une longue tradition, et Bodoni part pour Rome grâce à un oncle qui était prêtre à Rome. Donc il s'en va très jeune, et il arrive dans une ville qu'il ne connaît pas, et il a du mal pour retrouver un endroit où il pouvait être embauché, même avec les appuis de son oncle. Donc il frappe à la porte de la célèbre imprimerie de Propaganda Fide, c'est-à-dire la grande imprimerie du pape, où on imprimait les livres pour les missions orientales. Donc il commence en qualité de graveur son apprentissage à l'imprimerie de Propagande, et voilà la première témoignage de cette activité. C'est une page de titre. Elle a survécu comme page, comme feuille, parce que lui la garde pendant toute sa vie avec deux autres feuilles, et sa veuve, Margherita, la garde comme témoignage de cette ancienne activité à lui. Parce que ce n'est pas de caractère mobile, c'est deux plaques gravées de bois avec de caractères coptes et des lignes en arabe. Donc c'est une épreuve d'une page de titre, et il y a la signature en bas, gravée sur bois. Alors dans ces premières années, Bodoni est graveur, mais tout de suite il est embauché à remettre en ordre les poinçons de l'imprimerie de Propaganda Fide. Donc il commence à s'approcher à la fonderie de caractères. Il commence aussi à faire ses études dans les langues orientales. Il est envoyé à l'université à la Sapienza pour étudier les langues orientales, pour être capable de composer dans tous les langages nécessaires pour le fonctionnement de l'imprimerie de Propaganda. Donc, il s'approche à cette mode de langues exotiques, on disait ça, les lingue exotiche,
des langues lointaines, donc qui devient un peu sa spécialité. Et quand il est à Rome, il rentre en contact avec le milieu piémontais qui était là, et surtout avec un personnage très, très important, c'est-à-dire le père Paolo Maria Paciaudi, un théatin de Turin, donc piémontais comme Bodoni, qui était le directeur de la grande bibliothèque du cardinal Passionei. Le grand cardinal bibliophile qui avait ramassé une quantité immense de livres. Et donc le père Paciaudi gérait sa bibliothèque et il rencontre plusieurs fois Bodoni, il comprend sa grandeur. Et quand le père est appelé à Parme pour devenir directeur de la nouvelle bibliothèque, la bibliothèque palatine, et pour reconstruire la collection archéologique de Farnèse, parce que dans ces années, la collection Farnèse de peintures et archéologiques vient, et la bibliothèque aussi, sont déplacées à Naples, parce que le frère du duc de Parme devient roi de Naples et il amène tous à Naples et tout ça est encore là-bas. Donc le père Paciaudi est appelé à Parme pour reconstruire soit la bibliothèque, le musée et la collection de peintures. Et dans le projet du duc Philippe de Bourbon-Parme et de son premier ministre, le marquis du Tillot en français, était dans le projet, il y avait l'idée de fonder aussi une imprimerie nationale. Donc, le père Paciaudi se souvient de Bodoni, qui entre-temps était parti de Rome. Il s'était déplacé en Piémont, il était rentré chez lui pour partir pour l'Angleterre. Il était passionné du caractère de Baskerville, donc il voulait partir pour l'Angleterre. Mais il tombe malade et il s'arrête en Piémont. Donc il reçoit à cette époque l'appel de Paciaudi de se déplacer à Parme. Donc avec le permis du roi de Sardaigne, Bodoni part et ils arrivent à Parme, et où il restera pendant toute sa vie. Pendant sa vie, Bodoni est vraiment lié à la ville de Parme. Et même si roi, duc, empereur lui avait proposé de se déplacer, de diriger d'autres imprimeries royales, impériales, lui, il décide de rester à Parme. Tellement il était dévoué à la duché de Parme. Et donc, ces chefs-d'œuvre sortent de l'imprimerie nationale de Parme, qui est fondée par lui-même, et surtout par l'imprimerie particulière que, en 1791, le duc lui permet de fonder. Donc lui, à côté de Bodoni, à côté de la direction de l'imprimerie nationale, fonde une imprimerie privée pour s'amuser d'imprimer des chefs-d'œuvre. Hein. Donc voilà le chapitre, c'est-à-dire le contrat d'embauchement de Bodoni. Quand il est arrivé à Parme, signe ce contrat-là, le chapitre d'Osservarsi, i capitoli d'Osservarsi, c'est-à-dire les termes de son contrat. Alors il devait faire ça, 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 corriger les preuves, diriger l'imprimerie royale, etc. Donc voilà pourquoi Bodoni est à Parme. Du Piémont, en passant par Rome, ils arrivent à Parme. Et là-bas reste tout son héritage, parce que lui, il s'est marié un peu âgé, avec une femme déjà âgée, pour l'époque, plus que 40 ans. Donc, ils n'ont pas eu d'enfants, et son héritage est passé
à sa femme, qui a continué l'activité de son mari jusqu'à sa mort. Elle déjà l'aidait pendant la vie, dans le travail de l'imprimerie, et elle garde son souvenir et il termine d'achever, il termine toutes les œuvres qui n'étaient pas encore finies. Et après sa mort, tout passe aux héritiers de sa femme, c'est-à-dire le neveu. Elle avait plusieurs frères. Mais le personnage qui gère tout le problème de l'héritage est Angelo Pezzana, l'ancien directeur de la Bibliothèque Palatine, le directeur du XIXe siècle. Un directeur qui reste à la bibliothèque, à la direction de la bibliothèque pendant 60 ans, presque un siècle, non? Donc, un directeur très important qui a comme parmi ses buts la reconstruction de l'héritage de Bodoni. Et il fait plusieurs achats sur le marché en achetant tout ce qu'il a pu des neveux de la veuve, qui étaient plusieurs. Parmi les choses qu'il achète, il y a la bibliothèque de Bodoni. Alors il avait une très belle bibliothèque. On voit une édition de Didot, Panegirico di Plinio Traiano, avec le dédicace de Vittorio Alfieri, le poète, à Bodoni, qui dit que voilà, ce volume, elle est seule que peut être beau comme les tiens. Ça, c'est un peu la traduction de ces vers. Et on conserve aussi, ça va arriver, l'oraison dominicale. Alors, la copie que le pape lui amène en rentrant de Paris, après quand il avait couronné l'empereur Napoléon. Donc, en rentrant de Paris, le pape passe à Parme et lui donne cette copie de l'oraison dominicale, imprimée par l'imprimerie impériale de Paris, et dans 150 langues. Et le pape lui dit de refaire une autre édition avec des langues en plus. C'est pour ça que lui s'engage dans la fabrication dans la fabrication d'autres alphabets, et il publiera une édition en 155 langues. Donc, une chose de bibliophilie et la volonté de rendre universelle la prière du Pater Noster. Ça, c'est le Pater Noster. Donc, des choses exceptionnelles dans la bibliothèque palatine. Et encore plus exceptionnel, c'est le manuel, le seul manuel d'Ancien Régime pour être imprimeur. C'est le manuel composé par le comptable de l'imprimerie royale de Parme, Zeffirino Campanini, qui avait un fils imprimeur lui-même, et donc à la fin de sa vie, il décide d'écrire un manuel d'imprimerie pour son fils. Donc ces deux volumes, c'est le manuel vraiment pour l'imprimerie, avec tous les pas pour arriver à faire un beau livre parfait selon les connaissances de Bodoni, parce que lui, Campanini, avait tout appris dans l'imprimerie de Bodoni, dans l'imprimerie royale. Il était, comme j'ai dit, comptable. Et à côté des livres, Pezzana achète aussi tous les archives, à partir par tous les manuscrits d'imprimerie. C'est des choses exceptionnelles.
C'est des manuscrits, vous les voyez, sont sans reliure, décousus, parce que c'était des manuscrits qui étaient posés devant la caisse de caractères. Alors les compositeurs pouvaient les lire et composer ces lignes. Donc c'est des manuscrits exceptionnels. Généralement, ces manuscrits sont écartés après la composition. Mais à Parme sont restés intacts. Tout le fond de plus que 300 manuscrits d'imprimerie. Alors on peut aussi comprendre le système de composition de livres de l'époque. Alors il y a tous les états, c'est-à-dire les corrections de l'auteur, les corrections du compositeur. On voit qu'il s'agit de manuscrits d'imprimerie parce que souvent il y a les taches de doigts avec l'encre. Voilà au milieu la tache de doigts du compositeur qui avait feuilleté le manuscrit pendant qu'il composait. Voilà notre exemple, la Bretagne avec toutes les corrections des compositeurs et de l'éditeur, et finalement un autre système de manuscrits pour l'imprimerie, c'est-à-dire une édition qui a été décousue et découpée et intégrée, corrigée avec des petits cartons collés sur les bords pour faire un autre texte pour une autre édition. Donc tous les états de la fabrication d'un livre. Voilà encore un autre exemple. Ça, c'est un exemple qui est aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de Milan. Parce qu'une partie de l'héritage de Bodoni est maintenant à Milan, à la Bibliothèque nationale braidense, à Brera, dans le palais de Brera. Pourquoi ça? Parce que un bibliothécaire, un bibliophile de Crémone avait acheté des choses des héritiers de la veuve. Et après, ce bibliophile avait tout donné à un bibliothécaire de Modène, Spinelli, qui, à sa mort, donne tout à la Bibliothèque nationale de Milan, pas à Parme. Donc à Milan, il y a la deuxième partie de l'héritage de Bodoni. Et ça, c'est un document exceptionnel. C'est une édition de l'Iliade, corrigée et préparée pour la réimpression de Bodoni par Luigi Lamberti, le savant de grec, le grand bibliothécaire, parce qu'il était directeur de la bibliothèque de Milan, qui avait aidé Bodoni pour la grande édition de l'Iliade. Donc, des choses exceptionnelles et uniques. Dans les archives, on trouve aussi des dessins de Bodoni qui permettent de reconstruire aussi le travail de la mise en place de la page du titre. Voilà des dessins qui témoignent les variantes, ses choix dans la fabrication de la page plus importante d'un livre, la page du titre. C'est un livre que Bodoni n'a jamais terminé, parce que il devait parler des peintures qui se conservaient dans les églises de Parme, et maintenant, et après les Français arrivent, ils amènent tout, ils amènent les choses à Paris, et donc l'impression s'arrête. Et ça sera sa femme qui termine cet ouvrage après la restauration, quand les œuvres rentrent à Parme, et donc il y aura la possibilité de remettre en marche cet ouvrage. Et il y a aussi toutes les épreuves.
les épreuves corrigées avec les notes des compositeurs. Voilà l'indication de la page. Il y a de temps en temps la signature des cahiers. C'est un travail très important dans des différents états aussi. Il n'y a pas le titre ici, il y a le titre écrit à la main, la page aussi, les notes et le deuxième état avec le titre désormais composé, encore avec des notes. Ça c'est Dante, la Divina Commedia. Et on conserve aussi toute la correspondance de Bodoni avec les auteurs qui disaient voilà, il faut corriger ça, il faut me redonner les épreuves, je dois encore voir, etc. Ça, c'est une lettre d'un savant qui lui donne ses consignes pour une édition en grec. Encore des épreuves. C'est la seule preuve survécue de l'Iliade en espagnol. Bodoni avait l'intention d'imprimer une édition espagnole de l'Iliade pour le collège des Espagnols à Bologne. Mais il ne le fera jamais. Et voilà, ça c'est la seule preuve corrigée à la main de cet ouvrage jamais achevé. Encore, une chose très intéressante et presque unique. Vous pouvez voir, c'est un langage inconnu, c'est le Yatutice. Il n'avait pas les caractères de cette langue incroyable, mais il fait la transcription en caractère occidental, en latin, et il donne le test au compositeur qui n'est pas capable de comprendre cette langue. Donc, quand il ne comprend pas, il laisse la place. Vous voyez les deux tirets, non? Le tiret, c'est des caractères à l'envers. C'est les pieds de caractères. Le compositeur avait laissé la place pour substituer les caractères après la correction de l'éditeur, qui note sur la droite la lettre correcte que les compositeurs n'avaient pas pu lire dans un premier moment. Vous avez compris, non? Et il y a aussi des instruments de composition, pas beaucoup, que ces deux, c'est-à-dire un compositeur et une galet, un petit galet en bois pour des petites pages. Et à côté de la reconstruction des archives, Pezzana commence la chasse aux livres. Il rencontre dans tout le monde, dans toute l'Europe, les livres de Bodoni pour reconstruire les annales de l'imprimerie. Mais à Parme commence un peu en Italie l'histoire de la bibliographie matérielle. C'est-à-dire que vraiment à Parme, avec des personnages très importants comme Pezzana, oui, mais aussi l'abbé Michele Colombo et l'abbé Gian Bernardo de Rossi, on commence finalement à étudier le livre imprimé sur le point de vue de l'histoire matérielle. On commence à étudier le livre pas seulement sur le point de vue du contenu, mais sur le point de vue de la fabrication. On commence à étudier les cahiers, la technique de l'imprimerie, on commence à étudier les supports, les techniques, les caractères, et on va à la chasse de toutes les variantes. On commence à faire une reconstruction d'une usine, d'un atelier, c'est-à-dire l'atelier Bodoni, avec la recherche de toutes les variantes. Donc Pezzana va à la recherche des livres dans tous les formats, parce que Bodoni plusieurs fois fait des éditions, la même édition en plusieurs formats. Tous les formats, toutes les variantes, toutes les différences, et dans tous les supports. On voit quelques
quelques exemples des premières éditions de Bodoni qui ont encore des éléments décoratifs sur la page du titre, des frises, des blasons. On note cela, la description de l'Efeste, c'est une des premières œuvres de Bodoni. Il arrive à Parme pour commencer à imprimer les publications pour les célèbres noces du duc de Parme, Don Ferdinand, avec la sœur de l'empereur Joseph II d'Habsbourg. Donc, encore un style un peu traditionnel, hein, avec des décorations qui se transforment en style pur. La pureté du caractère. La beauté des éditions de Bodoni est donnée par la perfection du caractère. C'est le caractère qui parle. Hein? Donc, il choisit de refuser tous les fleurons, toutes les gravures, tous les initiales, il n'y a rien dedans, il n'y a que de caractère. Et voilà on commence à voir à droite une édition sur soie, parce que Bodoni, plusieurs fois, décide d'imprimer quelques copies sur soie ou sur vélin, pour donner un peu, comme celle-là, c'est une édition sur vélin, le Virgile, pour des bibliophiles qui se battaient pour avoir des objets tellement précieux et rares. C'est un peu la mode de cette période, surtout en Italie. Renoir dit dans ses mémoires qu'il se moque un peu des Italiens qui sont à la chasse tout le temps des livres imprimés sur parchemin ou sur des papiers colorés, bleu, orange, vert, etc. À la Bibliothèque palatine de Parme, on a plus que 300 œuvres sur des papiers en couleur. Donc c'était un peu la mode. Hein? Et voilà encore d'autres exemples. The Season of Thompson, encore sur parchemin, et l'Iliade d'Homère dans l'exemplaire qui était appartenu au vice-roi d'Italie, Eugène de Beauharnais. Donc, toute une série de belles choses qui, grâce à Pezzana, sont restées à Parme, qui devient un peu la capitale du livre, la capitale d'Italie du livre. Et on note encore la présence de reliures Bodoni. C'est des reliures spéciales, c'est des reliures qu'on peut considérer datantes, en attendant d'avoir d'autres reliures en cuir plutôt qu'en parchemin, hein, des reliures pauvres, en carton, sans tranche-fil, hein, mais qui devient des reliures que les bibliophiles gardent, comme exemple des reliures d'atelier et qui restent un peu dans des reliures qui se rattachent au travail de Bodoni aussi. Bodoni, on dit souvent qu'il est le dernier des imprimeurs anciens et le premier des modernes, parce que encore lui, il a la capacité d'être fondeur de caractère, dessineur de caractère, fondeur, relieur, libraire. Tous des métiers qui, déjà à son époque, étaient partagés dans plusieurs professionnalités, quoi. Donc, lui, il est le dernier qui garde en lui-même tous ces métiers. Mais il est le premier des modernes parce qu'il commence à faire des productions qui sont un peu industrielles. Il meurt en 1813, quand désormais l'imprimerie était déjà industrielle. Et la reliure Bodoni est vraiment particulière, parce que la couleur est faite
par des herbes qui arrivaient à Parme de la Guyana. On dit Guyana, oui, Guyane. Il voulait imiter la peinture des vases grecs. Il appelait ça les reliures à l'étrusque. Il disait étrusque parce que on pensait que ces vases étaient étrusques, mais on les retrouvait dans les tombes étrusques, mais ils venaient de la Grèce. C'était des vases d'importation. À l'époque, on disait à la mode étrusque. Donc ça, c'est la couleur du fond des peintures vasculaires des vases. Bon, Pezzana décide tout de suite d'insérer l'héritage de Bodoni dans un parcours muséal et va à créer une salle de poinçons, la stanza dei punzoni, une salle où les visiteurs arrivent pour regarder les choses, les instruments de Bodoni. En se rappelant que pendant sa vie, Bodoni recevait tout le monde. L'imprimerie était ouverte, donc elle était visitée par tous les visiteurs qui faisaient leur tour en Italie, qui se promenaient dans toute l'Italie. Et ils arrivaient à Parme, alors l'imprimerie a reçu empereur, duc, roi, reine, etc. Donc un lieu vraiment de visite. Mais ce lieu, la stanza dei Punzoni, fut détruit par la guerre. L'endroit, pas les objets qui ont été gardés, ils furent déplacés ailleurs, à l'extérieur de la ville. Et en 1963, tous les instruments ont été déplacés au dernier étage dans cette galerie qui maintenant est le musée Bodoni. Quand je suis arrivé à Parme, le musée était dans un état de désordre immense, sauf les éditions qui étaient dans les vitrines, mais tous les autres objets étaient tout mélangés, sans ordre, sans être inventoriés, on ne savait même pas combien d'objets il y avait. Et finalement, on a trouvé 80 000 objets qui font partie de la fonderie de caractères. Voilà une autre photo de la galerie du musée et voilà le travail de fichage des objets. On a tout inventorié, on a tout compris. On a redécouvert un métier, le métier de fondeur de caractères. Voilà les moules à main pour fondre les caractères, tout a été inventorié, numérisé. Voilà les instruments qui étaient dans un mauvais état de conservation. On a mis en place, on le dira, un long travail de restauration aussi, parce que c'est des choses uniques. Il n'y a plus. Et tout a été inventorié, tout a été numérisé. Ça, c'est la campagne de photographie. C'est les poinçons, des poinçons, la moule à main et l'affiche. Alors, c'est un cas un peu unique. On a utilisé une fiche spéciale de l'Institut central de Rome pour le catalogue. L'Institut qui s'occupe de faire le catalogue de biens culturels de l'Italie. Il n'y avait pas une fiche spéciale pour les objets de l'imprimerie, pour les objets de la fonderie, et on a donc utilisé la fiche pour les instruments industriels. Une fiche qui a été adaptée exprès pour la fonderie des caractères. Il y a tous les données. Ça, c'est le logiciel, parce qu'il y a un logiciel qui permet de faire tout ça. C'est le SIGEC, le système général du catalogue italien. Et on peut lier la fiche avec les photos. Ça, c'est les poinçons, avant la restauration, avec le scotch autour.
et la fiche de poinçon avec toutes les données et les matrices correspondantes. La fiche et le logiciel permet de lier entre eux des différentes fiches. Comme ça, c'était vraiment intéressant pour nous parce qu'on a pu lier les poinçons avec les matrices correspondantes. On dira comment s'est passé, comment c'était le travail dans la fonderie des caractères. Donc voilà la fiche de matrice, etc. Attaché à la fiche des objets, on a mis aussi la photo numérique de la page correspondante du manuel. Bodoni est très connu pour son manuel, le manuel du 1818, un manuel que lui n'a pas terminé. C'est sa veuve qui le termine. Mais ce n'est pas un manuel pour imprimer, manuale typographico. Ça veut dire un manuel typographique. Ce n'est pas un manuel typographique, mais c'est un manuel typographique dans le sens étymologique du terme. Typographique, ça veut dire gravure de caractères typographiques. Donc, il a utilisé un mot pour dire que ce n'est pas un manuel pour imprimer, mais c'est la recueil de tous ces caractères. Donc, un spécimen des caractères gravés par lui et présentés sur le marché. Donc, il y a toutes les pages alors, avec la présentation de ces caractères, et on a tout lié. Le poinçon, la matrice et la page imprimée avec les caractères correspondants. Et aussi avec la fiche, la photo de l'inventaire. Il y avait deux inventaires quand la veuve est morte, le prontuario et un autre inventaire. Alors ça, c'était pour témoigner les consistances originales de la fonderie. Et pour vérifier si quelque chose était perdu pendant le siècle suivant, après la mort de la veuve. Donc, tout est lié dans le logiciel. Et aussi la photo des paquets qui enveloppaient les matrices. On a numérisé aussi les paquets des papiers, des épreuves, de pages mal imprimées que Bodoni découpait et transformait en paquets pour conserver les matrices. Et quand la fiche correspondait à un objet, on a aussi numérisé la page correspondante des manuels typographiques de l'époque, comme le célèbre manuel de Fournier le Jeune, avec la planche des moules. Et parallèlement, on a commencé un long travail de restauration avec la campagne Adopte un caractère, qui a eu beaucoup de succès. Avec un chiffre modeste, on pouvait adopter un caractère et le faire restaurer et construire une boîte en plastique comme une ruche, non? Pour les abeilles, qui reprenait le style des cagettes, des caisses, non, des poinçons, pas des caisses de caractères. Alors, tous les poinçons ont été nettoyés, vérifiés et remis dans le bon ordre, dans des boîtes comme celle-là, qui permet de vérifier la tête de poinçon et les étudier sans les manipuler. Alors, on reprend un peu le sujet du caractère et on va tout de suite voir les autres manuels
les autres manuels de caractère de Bodoni. Il en a fait plusieurs, le Fregie maiuscole, maiuscole ornate, lettere da 2 righe, fregi di varie spalle. Et le premier et le seul complet par lui achevé est le manuel du 1788. Manuale typographico. Voilà le manuel de caractère grec de la même époque de l'autre manuel. Hein. Et d'autres spécimens de manuels de caractères, c'est des feuillets où les acheteurs faisaient des signes en correspondant de caractères qu'ils voulaient acheter. Donc c'était des catalogues de caractères achetés. Et encore le manuel du 1818 avec quelques pages, les épreuves, et finalement une autre page d'une langue inconnue, le persiano, et d'autres pages avec le seul feuille de musique imprimée par Bodoni. Alors, dans l'usine, on a découvert tellement une quantité de poinçons de matrice de musique que probablement lui avait l'intention de faire un manuel exprès pour la musique. Mais il a imprimé seulement cette feuille, une aire pour la guitare. Et parce qu'on sait que dans la même époque, on ne composait plus la musique à la main. C'était des plaques en cuivre, gravées et imprimées. Alors lui, on l'a déjà dit, il est le dernier imprimeur ancien. Quand on composait encore la musique à la main, note par note. Et probablement il avait l'intention de faire quelque chose en plus sur la musique, mais il est mort avant. Donc il devient vraiment le plus célèbre graveur de caractères, un des plus célèbres imprimeurs de l'époque. On le voit dans un dessin couronné roi des imprimeurs avec tous les poètes grecs, latins et italiens qu'il a imprimés. Alors, d'abord, on commence donc maintenant à aborder un peu le sujet de la fabrication des caractères pour voir comment le caractère Bodoni reste encore toujours dans notre vie. Et on voit le frontispice du manuel de Fournier qui témoigne toutes les phases de la fonderie des caractères. On voit les 3 petits anges qui regardent des modèles d'écriture, ils sont en train de les dessiner. On voit 2 autres anges, un ange avec un marteau qui est en train de frapper un poinçon sur une matrice, et à gauche 2 anges devant un petit four, et ils sont en train de fondre des caractères. Donc dans cette gravure, il y a tout le métier de la fonderie des caractères. Et dans les archives de Bodoni, on a tout découvert. Alors il y a toutes les phases sont témoignées. En commençant par le dessin de caractère. Voilà, il y a ses notes à lui. Il étude tous les caractères qu'il pouvait faire, donc de toutes les langues, en commençant par les langues vivantes, bien sûr, mais il passe tout de suite aux langues mortes, comme l'étrusque. On voit en bas la langue étrusque. C'est la mode, mais il est très ami des archéologues du centre de l'Italie qui faisaient des fouilles et lui envoyaient des transcriptions des inscriptions étrusques.
Donc il les recopie et il commence à graver l'alphabet étrusque sans le comprendre. Et voilà d'autres dessins de lettres. Hein. Ça c'est le style qu'on dit maintenant Bodoni. On dira comment on ne peut pas dire caractère Bodoni parce qu'il a gravé plusieurs styles de caractères. C'est quoi le véritable caractère Bodoni? Il n'y a pas. Et les corniches, les fleurons, il n'ajoutait pas de plaques en cuivre ni en bois dans ces livres, mais les corniches qu'on trouve dans ces livres sont des caractères mis un à côté de l'autre pour composer les corniches, les fleurons, etc. Ça, c'est des dessins pour les décorations des livres. Mais dans sa bibliothèque, on trouve aussi une collection très belle de spécimens des fonderies de caractères de toute l'Europe. C'est sûr qu'il donnait un coup d'œil à ce que les autres faisaient dans la même époque. C'est sûr qu'il est influencé par d'autres graveurs, par d'autres fondeurs. Et on a une collection de toutes les fonderies de caractères. Et de temps en temps, Bodoni laisse une note dans les marges en correspondant des caractères que lui intéressent. Voilà une planche de la fonderie de caractères. Voilà les phases de la fonderie qu'on a déjà vu avec les anges, mais on le voit dans différentes formes. Et toutes les choses qu'on voit ici, on les trouve dans la fonderie de Bodoni. En commençant par la fabrication des poinçons, la gravure des poinçons, avec les vis qui servaient pour fixer le poinçon pour être gravé. Donc, et avec les instruments à droite qui servaient pour graver les poinçons. Un grand travail d'orfèvrerie. Tout le monde le sait que les premiers imprimeurs sortent des familles d'orfèvres. Le métier de l'orfèvrerie est vraiment lié à l'imprimerie, à la fonderie de caractères. Finalement, des limes, des pinceaux, et des limes et des objets qui servaient pour mesurer la dimension des poinçons et contrôler la proportion. Voilà les deux objets en haut et en bas pour mesurer la longueur. Et finalement ça c'est une belle découverte parce qu'on trouve cette plaque en haut dans la planche qu'on vient de voir ici. Voilà. Ça c'est une esquire à polir. Une esquire qui servait pour rendre le fond du poinçon parfaitement en axe, perpendiculaire à son axe. Alors, ça c'est l'esquire, qui servait pour mettre au milieu un poinçon et on déposait cette esquire sur une plaque avec de l'huile. On faisait un mouvement comme ça qui permettait de polir le fond du poinçon et de le mettre, le rendre perpendiculaire à l'axe du poinçon même. Pourquoi ça? Parce que comme ça, quand on va frapper le poinçon,
on est sûr d'avoir un trou parfait dans le cuivre. Donc ça, c'est des esquires à polir. Ils sont presque inconnus. On a passé quelques semaines avant de comprendre que c'était des choses comme ça, parce qu'ils sont un peu différentes par rapport aux autres, non? Mais il y a vraiment le trou pour le poinçon, en bois et en métal. Et finalement, les poinçons, c'est des bâtons en acier de 6 mm, de 6 cm, hein? Les numéros, la musique. Hein? Et les poinçons étaient conservés dans des boîtes comme ça, dans des ruches, hein? Exposés dans des rayonnages, et parce qu'ils n'étaient pas souvent utilisés. Ils servaient une fois pour frapper les matrices, mais pas tous les jours, non? Voilà d'autres exemples. Le grec, romain et italique. Les caractères, on dit anglais. Les ponctures, les points, les virgules, etc. Tout est caractère. Même on le dira, même les espaces sont caractères. Les numéros et d'autres en alphabet russe. Et le cahier de Bodoni, chaque fois il gravait un poinçon, il le notait pour tenir le compte de tout ce qu'il faisait. C'est un peu comment dire, il est un peu maniaque de tout noter, quoi. Les poinçons étaient conservés dans des armoires qu'on voit ici dans une planche d'un manuel d'imprimerie de l'époque. Une armoire avec de la place pour héberger les petites boîtes de poinçons et des tiroirs en bas pour les matrices correspondantes. Voilà les poinçons de Bodoni installés dans des armoires. Et l'armoire avant la restauration, avant la guerre, parce que les armoires sont restées dans le bâtiment de la bibliothèque palatine, ils ont pris la bombe. Et maintenant, la situation, il y a eu des pertes, on conserve seulement une partie des armoires, et ça c'est l'armoire de Bodoni, un parfait style Louis XV, avec la partie en haut vitrée pour les poinçons et l'armoire en bas pour les matrices. Finalement, les matrices, c'est des petits blocs en cuivre qui étaient posés sur des enclumes. On a récupéré aussi l'enclume de Bodoni. On posait le bloc en cuivre, en métal plus doux par rapport à l'acier. On posait le poinçon dessus et avec un marteau, on donnait un coup pour enfoncer le poinçon dans le cuivre pour faire la forme où on pouvait mettre l'alliage des métaux. Voilà les matrices dans leur enveloppe, l'enveloppe qu'on a déjà vue, les matrices des musiques, tellement une quantité immense, et d'autres matrices les signes du zodiaque, l'arménien et d'autres caractères, le grec, etc., les numéros. Finalement, les fours. Alors, vous pouvez voir cette gravure et on note en bas une grande louche et on dirait une petite cagette,
une boîte qui était en métal avec des lingots sur la droite. Alors, comme premier travail, il fallait faire des lingots en alliage de métaux qui étaient après refondus pendant la fonderie de caractères. Donc on a découvert la lingotière, l'instrument pour faire les lingots d'alliage, de plomb, d'étain, etc. Et ça, c'est la même, et la luche trouée pour enlever les choses qui n'étaient pas bien. Encore une autre planche de la fonderie des caractères, on voit les fondeurs sur la gauche qui ont dans leurs mains une moule à main avec la main gauche et dans la main droite une petite cuillère. Ils enfilaient la cuillère dans le four pour prélever l'alliage, le métal fondu, et ils l'enfilaient avec un mouvement un peu brusque dans la moule à main pour permettre à l'alliage de bien arriver à la forme dedans. Parce que dans la moule, on enfilait la matrice avec la surface vers le haut. Et sur la droite, les femmes qui contrôlent la qualité de caractère fondu. Ça, c'est une photo de l'usine de Plantin-Moretus, mais la situation est la même, et la même était à Parme aussi. Et finalement, les cuillères de Bodoni, avec le four, qui sont les mêmes dans la planche, et la série complète de moules. On a découvert, on ne le savait presque pas, qu'il y avait des moules dans des dimensions différentes. À l'intérieur étaient totalement différentes pour accueillir des matrices de formats différents. Sur la surface du bois, parce que la structure était en métal, et autour il y avait du bois, sur le bois il y avait écrit le nom du caractère correspondant. Voilà des planches de l'encyclopédie, avec toutes les parties de la moule, et une autre planche d'un manuel de l'époque, avec les tournevis. On a découvert aussi les tournevis qui servaient pour démonter les moules et pour substituer les morceaux qui ne marchaient plus. Voilà une moule restaurée sur la partie du bois qui était attachée à la main. Il y avait une peau de mouton pour isoler la chaleur. Et les fondeurs de caractère notaient tout. Dans des brouillons comme ça, ils écrivaient combien de caractères ils avaient fait dans leur travail. Il y a tout encore. Et on a aussi retrouvé les formes pour les interlignes et pour les espaces. Ça, c'est une forme pour l'interligne et pour les blancs, pour les espaces. C'est la forme. Il y avait une espèce de fourchette qui servait pour tenir attachées les deux parties de la forme. On l'a posée ici dans les deux clous qui sortaient, parce que la chaleur du métal ouvrait les deux parties de la forme. Alors la fourchette servait pour tenir les deux parties unies. Et encore les alces.
c'est-à-dire des petits objets qui étaient conservés dans des petits paquets pour obtenir des caractères plus hauts ou moins hauts. On les enfilait au-dessus des matrices, dans la moule, pour permettre d'avoir des caractères dans de différentes mesures. Et finalement, les caractères de Bodoni. Rien n'a été survécu, sauf cette petite boîte, qui n'est pas Parme, mais à Milan. Et tout a été fondu, donc on a tous les instruments pour faire les caractères, mais pas de caractères, sauf cette petite série. Mais le travail n'était pas encore fini, parce qu'on a encore une planche dans l'encyclopédie qui montre le dernier travail, c'est-à-dire le contrôle de qualité de caractère et surtout l'opération de rendre tous les caractères de la même hauteur. Ça, c'est une presse qui était comme ça, avec deux parties qui s'est rapprochées grâce à une vis qui faisait, attacher les deux parties de la presse. Dans ce coupoir, on appelait le coupoir. Ça, c'est les parties du coupoir de Bodoni, et ça, c'est ça. On enfilait une ligne de caractères avec les pieds vers le haut. Et avec un coup de la main, on passait à des rabots pour parifier tout, pour rendre tous les caractères de la même hauteur. Ça, c'est les rabots de Bodoni avec les lames, et les lames qu'on a aussi découvertes avec leur boîte. Et le travail est témoigné dans la planche de l'encyclopédie pour tout couper. Et après encore, il y avait le contrôle de qualité. Vous pouvez voir ce bâton-là, ce n'est pas un composteur. On le voit ici. C'est trop long pour l'être. C'est quelque chose plus long qu'un bras. On mettait toute une file de caractères, et avec une palette, c'est-à-dire ce objet-là, on passait cette palette sur la file pour s'apercevoir de la différence d'auteur, pour contrôler si toute la ligne de caractère était dans la même hauteur. Comme ça, on pouvait l'enlever et le jeter au four. Et ça, c'est des autres objets pour des esquires, pour contrôler encore la qualité des caractères. Donc, un travail immense. On le voit ici, c'est un travail que les femmes faisaient aussi. C'est un travail pas dur, mais de précision. Donc, finalement, on arrive au XXe siècle en disant que après sa mort, Bodoni reste dans sa gloire. Tout le monde le connaît, il est célèbre pendant sa vie après sa mort. Tous les bibliophiles ont des éditions de Bodoni. Tous se battent pour avoir la collection complète des éditions de Bodoni, dans tous les formats, dans tous les papiers. On n'a pas dit que il imprimait sur des papiers différents, des papiers plus fins, de formats différents, le papier d'Annonay,
papier vélin, il appelait ça, le papier royal, etc. Donc, les bibliophiles essayent d'avoir la collection complète. Et la gloire de Bodoni reste intacte. Et reste pendant tout le siècle XIX jusqu'en 1913, le premier anniversaire de sa mort. Quand dans toute l'Europe, il y a des fêtes pour célébrer cet anniversaire, et en Italie surtout. À Parme, en 1913, il y a de grandes célébrations pour célébrer le célèbre imprimeur. Et il y a des délégations qui arrivent des États-Unis aussi pour visiter le tombeau de l'imprimeur. Et à Salus, il y a la manifestation devant son monument qui a été déplacé. Et à Turin, pendant les manifestations de 1913, il y a l'inauguration du Musée national du livre. Le premier musée du livre d'Italie, le seul national qui sera fermé dans les années 30. Mais à Turin, il y a le premier cas d'un musée dédié à Bodoni pendant les manifestations de 1913. Voilà l'affiche delle onoranze bodoniane qui témoigne un peu la gloire de Bodoni. Il y a toute la série de manifestations, pas seulement en Piémont, pas seulement à Parme, mais dans toute l'Italie et ailleurs aussi. Donc, voilà l'art typographique, l'arte typographica. Pendant les manifestations de 1913, il y a la fondation de plusieurs revues de graphiques qui reprennent un peu le style de Bodoni. On le voit, le style des lettres Bodoni, on le dira après. Il y a l'archivio typographico avec les mêmes caractères. Il y a la publication Nei parentali di Giambattista Bodoni, imprimée par des descendants de Bodoni qui sont restés à Parme, qui ont attaché leur nom au nom de Bodoni, i Lobetti Bodoni, qui sont des descendants d'une sœur de son père, et qui reprend un peu le style de Bodoni. Il y a des biographies, il y a la biographie de Bodoni par Pietro Barbera et surtout l'ouvrage de Raffaello Bertieri. Raffaello Bertieri est le grand graphique du moment qui étude le caractère Bodoni et qui publie la deuxième biographie de Bodoni. La première était publiée en 1816 par Giuseppe De Lama après la mort de Bodoni. La deuxième est celle du Bertieri, l'arte di Giambattista Bodoni. Dans cette publication, Bertieri est le premier qui distingue les deux âmes de Bodoni, celle d'imprimeur et celle du fondeur de caractère. Et il donne il décide de créer exprès une revue dédiée à Bodoni qui s'appelle Le Risorgimento Grafico. Voilà les reliures de la revue. Une revue
de graphique qui se rattache à Bodoni, mais en disant d'abord que ce n'est pas un imprimeur pour le XXe siècle, mais c'est un imprimeur trop âgé, ce n'est pas le style du moment, et les lettres de Bodoni ne sont pas aptes pour les machines du moment, et donc ils sont à écarter. Le style ça va, mais pas vraiment les matrices de Bodoni. Mais dans la revue, il utilise les caractères Bodoni. Et Giuseppe Ferrari, en disant que ce n'est pas un caractère pour des impressions avec plusieurs pages, mais que pour des petites choses. Berthieri, quand il parle de ça, se réfère évidemment au caractère Bodoni dessiné entre 1907 et 1910 par Morris Fuller Benton, sur commission de Henry Bullen, directeur de l'American Type Founders, ATF, société qui produisait encore à l'époque des caractères pour la composition manuelle. Mais le grand problème était quoi c'est le caractère Bodoni? C'est quoi le véritable caractère Bodoni? On dit que, on l'a déjà dit, que Bodoni avait gravé 142 caractères. Donc c'est quoi le caractère Bodoni? Benton avait dessiné trois styles, trois séries de Bodoni, on voit deux, des Italies. Bodoni reste impressionné des inscriptions latines. Quand il arrive à Rome, il est vraiment touché par la quantité de choses écrites qu'on pouvait voir à Rome. Donc le style de la romanité reste dans son cœur et dans ses caractères. Donc, pour un régime qui s'est rattaché à la romanité, voilà, Bodoni est parfait. Donc Bodoni est l'imprimeur du fascisme. Et Leo Longanesi choisit le caractère Bodoni pour imprimer sa revue L'Italiano, et pour la page du titre du volume de Curzio Malaparte, l'Arci Italiano, c'est-à-dire l'extra-italien, l'italien plus super. Hein? Imprimé en 1928 en qualité de coéditeur de la maison d'imprimerie La Voce. Donc en 1927, en Allemagne aussi, on trouve un designer, Heinrich Jost, qui dessine pour la fonderie Bauer de Francfort, un autre Bodoni pour la composition à la main. Donc Bodoni devient de nouveau célèbre dans l'Europe. C'est un style un peu différent par rapport au style de Benton, mais le caractère se rattache bien sûr au caractère de Bodoni. Dans les années 30, encore le mythe de Bodoni reste. Dans la revue Graphicus, une des revues plus célèbres du moment en Italie, il y a le numéro du 35 est dédié exclusivement à Bodoni. Et à partir de ce moment, les pensées de Berthieri sur l'actualité de Bodoni changent. Et le témoignage plus éloquent reste son article intitulé Gloire de Bodoni. Donc, parce que il fait une opération extraordinaire. Dans le même temps, dans les années 30, Berthieri lance un grand projet industriel qui utilise les caractères Bodoni de Nebbiolo, c'est-à-dire l'impression de la revue en 25 volumes
attraverso l'Italia du Touring Club, une revue très diffusée en 400 000 copies, qui devient célèbre pour connaître l'Italie. Donc c'est un peu une guide de voyage. Sur papier patiné, des choses horribles par rapport à la pureté de la page de Bodoni, non? Avec des photos dedans, donc des choses qui ne sont pas bodoniennes, non? Quelque chose vraiment loin de l'esthétique de Bodoni et exclusivement commercial. Donc, mais il commence à comprendre qu'il faut être, il faut choisir Bodoni dans cette période, parce que Bodoni est l'imprimeur du Mussolini. Voilà une page de la revue. Et l'autre revue de l'époque, Campografico, qui était imprimée à Milan, qui était l'autre contraire aux idées de Berthieri. Le grand ennemi de Berthieri était le directeur du Campografico, décide de dédier elle aussi un numéro à Bodoni. Voilà le numéro. Donc, finalement, on arrive au 1940. Avec les manifestations centenaires, bicentenaires, de la naissance de Bodoni. Il était né en 1740. Cette célébration sont liées aussi à les anniversaires du musicien Paganini et du peintre Parmigianino. On les voit tous les trois dans la médaille. Et donc, dans la publication qui suivent, Berthieri déclare finalement que Bodoni est le véritable imprimeur italien. Il lui reconnaît les qualités de la simplicité, de l'équilibre, de la pureté, de la forme et de l'harmonie. Donc, toutes les qualités de l'italien de l'époque. Et donc, il peut affirmer que Bodoni est l'artiste plus extra de la typographie italienne et l'italien parfait. Des mots rhétoriques, fruits du climat du moment politique. Mais encore après la guerre, le caractère Bodoni vient utilisé par deux autres éditions, l'édition del Milione en 1945, voilà des cas, et encore ailleurs, il y a des fonderies de caractères qui reprennent le style de Bodoni. En Amsterdam, en 1950, il y a quelqu'un qui produit des lettres en style bodonien. Encore des publications en 1958 et finalement, dans les années 60, il y a le cas de Franco Maria Ricci, le grand éditeur de Parme, qui en 1955, à l'époque de 28 ans, décide de publier en 900 copies une édition du manuel de Bodoni en 2 volumes, avec un essai du directeur de la bibliothèque de Parme. Dans la même année, à l'occasion du voyage du pape Paul VI à New York, il publia une édition facsimilisée de l'oraison dominicale avec un discours du pape aux Nations Unies. Donc, le style Bodoni devient célèbre dans tout le monde et dans les États-Unis aussi. Voilà le labyrinthe de Franco Maria Ricci qui va le terminer. Il y aura l'inauguration en juin. Il a construit un labyrinthe dans son domaine immense. On peut se perdre dedans. Je suis allé plusieurs fois. Et avec une série de monuments, avec son tombeau, l'église, des choses incroyables, immenses. On le voit quand on est sur l'avion.
on est dans l'avion, on arrive à Rome, on le voit en passant par Parme. Et ça, c'est la plaquette du manuel imprimé à 900 exemplaires. Les fleurons utilisés par Franco Maria Ricci, qui sont des fleurons de Bodoni. Et sa revue, FMR, qui devient la revue plus luxueuse de l'Italie, dans le style Bodoni. Encore une fois, un éditeur de luxe. En 1983, à l'aube de la technologie numérique, la fonderie Berthold du Berlin invente une autre version de Bodoni, Bodoni Old Face, dessinée par Gunther Gerhard Lange, un des plus connus maîtres de caractère du XXe siècle. Et c'est un style un peu plus robuste qui permet d'être utilisé dans l'imprimerie offset et dans un format numérique. Et on note la petite boule au fond de la R qui reprend la petite boule de Bodoni. Les R de Bodoni avaient cette petite chose au fond. Et sa célébrité reste encore dans ses caractères à partir de 1989, quand sort la première version numérique, Our Bodoni, dessinée par Massimo Vignelli pour la World Typeface Corporation. Et c'est la version qu'on trouve dans tous les logiciels d'écriture. Quand on ouvre Word, internationaux à Paris, Renoir, il était distributeur de Bodoni, et en Angleterre, une grande partie de la production de Bodoni est partie pour l'Angleterre. Dans la collection du comte Spencer, il y a une grande série des éditions de Bodoni, surtout parce que le bibliothécaire du duc de Spencer était un Piemontais, de Oqueda, qui connaissait Bodoni et il faisait arriver les choses directement. Alors, en plus, une des sources qu'on peut bien exploiter, c'est les épistolaires. Alors, les gens lui écrivaient pour avoir la possibilité de recevoir le livre. Donc, c'était un commerce surtout direct. Il était un libraire lui-même. Il imprimait ses catalogues, il les faisait circuler et il envoyait les choses à l'étranger. Tous les bibliophiles étaient un peu abonnés aux publications qui sortaient. Donc il avait des clients qui chaque fois demandaient la nouveauté. Mais il y avait aussi des libraires qui lui commandaient les lots de livres. Et c'était des tirages importants Non, quelques centaines de copies. Et peu de copies sur des papiers de luxe, des papiers spéciaux, une copie sur vélin, une ou deux sur vélin, une sur soie de temps en temps, avec des chiffres immenses. Merci. J'ai une question, je voulais savoir ce qu'on peut connaître de l'intérêt de Bodoni pour Baskerville. Oui. Parce que, du point de vue du style, évidemment. Oui, c'est. Je pense de Baskerville aussi bien pour le dessin des caractères, il porte à l'extrême. Oui, il est un peu plus vieux que Bodoni. Il est quand. Il est dans la mise en page aussi. Oui. C'est un style qui se rattache aux lettres
romaine. Alors Bodoni, quand il a tout le temps eu le rêve de l'Angleterre. Et parce que à Rome avait vu des publications de Baskerville. Et encore dans sa bibliothèque, il y a eu un colloque sur Baskerville il y a un an. J'avais envoyé quelques petits mots. Dans la bibliothèque à lui, il y a une collection de livres de Baskerville et surtout attaché dans une collection de spécimens de caractères, il y a un spécimen de Baskerville noté par Bodoni. Donc lui, il a étudié Bodoni. Baskerville était déjà connu avant Bodoni. Et donc quand il voulait aller en Angleterre, il pensait à Baskerville, de se rendre à Birmingham pour devenir ouvrier chez lui. Et ce n'est pas seulement quelque chose de lié au caractère, mais aussi aux auteurs. Les auteurs de Baskerville sont les mêmes de Bodoni, comme les auteurs de Didot. C'est des auteurs de l'époque les grands imprimeurs réimprimaient pour se mettre en concurrence un peu. Merci. L'investissement dans le Bodoni du régime fasciste est très, très intéressant. Moi, j'évoquerai volontiers la manière dont le Premier Empire en France investit dans la typographie Didot. Hein, oui. Pas forcément explicitement, d'ailleurs, pour marquer sa production, pas seulement administrative, pour marquer la différence de sa production avec la production de l'Ancien Régime. Je crois que ça ne marche pas. C'est pas grave. Oui, ça marche. Mais, pour revenir au régime fasciste, alors c'est un territoire que je connais très très mal, mais je me demande si il n'y a pas une contradiction du point de vue graphique entre cet attachement, cet investissement au nom du vernaculaire, au nom de la romanité en faveur de la typographie bodonienne, et de l'autre côté, une attirance vers les typographies linéales, typographies sans empattement, qui sont la marque du futurisme, du Bauhaus. Et il me semble que certains proches collaborateurs de Mussolini, une partie de la production du fascisme relève de cette famille typographique qui est complètement différente. Qui la modernité, l'universalité. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des études là-dessus sur ces deux? Mais je pense que c'est un peu c'est plus tard. Le fascisme adopte Bodoni vers la fin. Les futuristes sont un peu avant. Et vers la Deuxième Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale. Et donc, oui, c'est un peu une contradiction, mais si on voit aussi encore les monuments de la Via dei Fori Imperiali à Rome, les plaques, les inscriptions, le rêve de la romanité est très bien lié à Bodoni. Donc en plus, c'est un imprimeur italien. C'est la volonté de garder l'italianité de Bodoni. Donc dans un premier moment, on donne les matrices en allemand. Mais après, je pense que le gouvernement s'est penti de ça et veut garder la gloire nationale. Du point de vue du style, il n'y a pas une contradiction complète entre le Bodoni et les linéales. Dans le Bodoni, il y a de la géométrie, oui. Et dans les linéales, il y a une référence historique précisément à l'épigraphie romaine et à l'épigraphie romaine archaïque. Qui, donc à la fois esthétiquement et par la connotation politico-historique, peuvent se combiner assez bien.
Et alors, ce qui est intéressant de voir, alors, toujours pour en revenir aussi au domaine français, il y a une comparaison qu'on peut faire de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir qu'en France aussi, entre les années, je dirais, les années 30, peut-être les années 60, en gros, le Bodoni a été assez utilisé comme quelque chose précisément de moderne par opposition au Didot, dont on avait un peu assez, après un siècle et plus d'utilisation en France, mais en particulier pour de la littérature moderne, pour des revues de poésie, etc. On trouve le Bodoni utilisé en France, en particulier dans sa version grasse, semi-grasse, oui. qui peut-être paraissait plus lisible en effet pour des textes prolongés que la version standard. Et voilà, c'est un usage qui est alors, souvent d'une connotation très différente de celle que pouvait donner le fascisme à ses caractères. Mais il y avait aussi un aspect moderne dans le Bodoni, dans son usage en France. Merci. Oui, il me semble que c'est un phénomène qui marque l'Europe occidentale dans son ensemble. Hein, c'est le retour au néoclassicisme oui. que Cocteau, après, de la banalité, appelle le retour à l'ordre. Alors, après, on a fait un jeu de Gauss, le régime autoritaire et le néoclassicisme, qui était parfaitement adapté, mais ça ne paraît pas ce retour à la romanité et à la modernité n'ont absolument rien de contradictoire. Mais ce qui m'a frappé aussi à ce propos, c'est qu'on le voit éditer après la guerre, un recueil consacré à Carlo Carra. Alors, il y a de vieilles fidélités qui persistent de part et d'autre de la guerre. Je voulais poser une question à propos de l'édition musicale, parce que je me suis absenté un moment juste où j'ai vu passer une partition. La seule. De quelle date est-elle? Oui, mais c'est la seule chose en musique imprimée par Bodoni. Ou bien c'est imprimé par la veuve, parce que c'est la dernière feuille du deuxième volume du manuel. Donc c'est un air pour la guitare et c'est un exercice de style. Non, mais la question que je pose concerne les ligatures des notes. J'ai vu qu'elles étaient totalement géométriques, linéaires, oui. Totalement linéaires. Mais c'est des caractères, ce n'est pas une plaque. Hein. C'est des caractères parfaits qui étaient composés un attaché à l'autre, comme de caractères de texte. Mais c'était tellement compliqué que dans la même époque, on abandonne ce moyen d'imprimer la musique. On fait des plaques. Sauf pour la liturgie, oui. les ballards et les héritiers des ballards continuent à produire de la liturgie. Pour le chant grégorien. Jusque dans les années 1820. Oui, oui. Donc, ma question porte sur les ligatures. À partir de quand voit-on disparaître les ligatures traitées de manière très graphique au profit de ligatures purement linéaires? Les traits qui réunissent les croches, par exemple. À la fin du XVIIIe siècle, dans les partitions sur cuivre qui sont publiées à Paris, Mozart ou au début du XIXe de Beethoven, on a encore des ligatures extrêmement graphiques. Et on sent le geste du graveur. Et là, ce qui m'a frappé, c'est qu'on est dans une modernité totale. Totale. C'est fini tout ça. Mais dans la même époque, quelques années après, commence l'usine de Ricordi à Milan, avec notre système de fabrication de la musique, avec les plaques, la gravure des plaques, les poinçons à plaques. Donc, Bodoni, la musique n'est pas... Non, il avait déjà compris que c'était fini. Là. Y a-t-il d'autres questions? Les débats sur la lisibilité du Bodoni continuent toujours aujourd'hui. Les graphistes aujourd'hui considèrent en général qu'il est impossible d'imprimer un texte prolongé, enfin qu'il est toujours risqué d'imprimer un texte prolongé dans une guidonne quelle qu'elle soit. Et le Bodoni en particulier, il y a des débats sur quelle version du Bodoni précisément est la plus lisible. Oui. De ce point de vue-là, les variétés que vous avez montrées sont intéressantes, parce que celle de Berthold, par exemple, le Bodoni Old Style,
il est old style en ce que les empattements ne sont pas horizontaux Oui. mais inclinés, ce qui le Oui. rapproche du Garamond, Oui. enfin, des styles précédents, dans l'idée précisément que ça le rend plus lisible dans Oui, la oui. géométrie. Et le ITC Bodoni est précisément construit pour la lisibilité, essentiellement. Donc c'est Thunderstone qui a fait ces trois variétés. Donc, comme vous le savez, la plus petite Bodoni 6 et le Bodoni 72 sont dessinés d'après des originaux de Bodoni. Et le 12, en revanche, qui est la dimension faite pour le texte prolongé, n'est pas faite d'après les modèles originaux de Bodoni, elle est faite par interpolation automatique Oui. du 6 et du 72, qui techniquement a été audacieux et finalement a donné un résultat que les graphistes aujourd'hui, les typographes, considèrent comme le Bodoni le plus lisible. Oui. Et c'est vrai qu'il est, par rapport au Bodoni de monotype ou autre, beaucoup plus confortable à la lecture. Même si à l'époque, on ne lisait pas Bodoni. Les livres de Bodoni, personne ne les lisait. Oui, en fait, C'était des livres à voir, à montrer, à s'étonner devant les livres. Non? C'était des objets. Ce qui est une différence avec Dito et surtout avec la postérité de Dito. Oui. On a eu les guidonnes françaises ont été utilisées massivement pendant le 19e siècle pour imprimer tout ce qui s'imprimait en France. C'est ça. Sans qu'on se demande si c'était lisible ou pas. Oui. Alors même qu'il y avait depuis le début du 19e siècle des tests qui avaient été faits par l'Académie des sciences, je crois, qui avaient prouvé que le Dito était moins lisible que le Garamond. Oui. Et la mode est partagée aussi en deux, parce que Armani est en Bodoni et Valentino en Didot. Oui, le Didot est très lisible. Sans compter les linéales, le Futura, qui est aussi parti dans la mode. Oui. Les caractères de cette époque. Merci beaucoup. À vous.